Nous arrivons donc à la dernière escale du voyage. Après avoir été dans l'espace, puis sur les océans, que diriez-vous de faire un entre-deux? La phobie dont je vais vous parler aujourd'hui est l'uranophobie, connue comme la phobie du paradis. Et quoi de mieux pour une personne souffrant de cette phobie que de se retrouver au plus proche des cieux, lors de son cauchemar. En effet, le dernier endroit où ce voyage nous amène n'est nul autre que le ciel. À bord d'un avion, pour être plus précis, où nous allons suivre Urbain durant son calvaire. Néanmoins, dans ce cauchemar, les événements qu'il a vécus et ses choix furent primordiaux en ce qui concerne son destin. Ainsi, commençons sans plus tarder son histoire. Si l'on peut bien accorder une chose à son réveil, c'est qu'il fut plutôt atypique. Car en se réveillant, il était tranquillement assis dans un avion avec tous les autres passagers. Bien évidemment, il ne se rappelait plus de rien, mais jusque-là, c'est la routine. C'est ce qui suit qui fut le plus étrange. Alors que notre cher ami essayait d'interagir avec les autres passagers qui l'entouraient, de leur poser des questions sur son identité et les raisons de sa présence dans cet avion, Urbain n'eut de réponse que des silences, comme si les gens l'ignoraient. Ce qui eut vite pour effet de l'agacer. À sa droite se trouvait une jeune femme qui tenait dans ses bras un enfant qui semblait très jeune, peut-être à peine 1 an. Et à sa gauche, un homme habillé en costard-cravate, un peu comme les hommes d'affaires. Et alors qu'il se leva de son siège et qu'il essaya d'attraper le col de la personne à sa gauche, il se rendit compte que sa main traversait les vêtements de la personne, et même le corps de celle-ci. Mais le pire, c'est quand il regarda son propre siège. Son corps était là, assis sur le siège. Et lui n'était plus qu'une sorte de spectre, incapable d'interagir avec les autres, invisible à leurs yeux. Et en réalisant la chose, Urbain en était paniqué. Suis-je mort? Pourquoi? Comment? Et si je suis mort, pourquoi je ne suis pas monté au ciel, se disait-il. Tant de questions qui se bousculaient dans sa tête. Jusqu'à ce que l'appareil commence à trembler d'un coup. Quelques secondes plus tard, les hôtesses donnaient les consignes de sécurité, pendant que l'un des pilotes annonçait que l'avion était dans une zone de turbulence. Mais ce n'était pas une simple zone de turbulence. L'appareil se trouvait actuellement dans une tempête. Et alors que les hôtesses essayaient de rassurer les passagers, un flash de lumière, suivi d'un bruit tonitruant, vint provoquer la panique. L'appareil continuait de trembler de plus en plus fort et faisait des mouvements étranges. Puis une odeur de brûlé commençait à se faire sentir. Urbain, lui, malgré tout le tapage, ne semblait pourtant pas affecté par les tremblements de l'appareil, sûrement à cause de sa forme fantomatique. Et il alla voir ce qui se passait en suivant l'odeur de brûlé. Et en regardant à un des hublots, il vit qu'un des réacteurs était en feu. Et la tempête semblait sans fin. On ne voyait même plus l'horizon. Juste le ciel assombri par les nuages d'orage, dont les éclairs venaient par moments déchirer le voile ténébreux, comme des bêtes surgissant des ombres pour attaquer leur proie. C'était comme si la tempête était vivante, et bien décidée à ne pas laisser s'échapper ni l'avion, ni les passagers. Les éclairs venaient frapper à intervalles réguliers l'appareil qui commençait à partir en piqué. Et à mesure que l'avion gagnait en vitesse lors de sa chute, les cris, les pleurs et les prières des passagers s'intensifiaient de plus en plus. Urbain avait l'impression d'être pris dans une nouvelle tempête de complaintes à l'intérieur de l'appareil. Il se sentait impuissant, alors que de nouvelles questions s'imposaient à lui. Que va-t-il m'arriver? Vais-je remourir? Il se mit en boule et ferma les yeux. Et finalement, en un bruit de fracas gigantesque et de tôle métallique, l'avion venait de s'écraser. Et Urbain, lui, ne sentait rien, ni douleur, ni même le moindre inconfort. Il rouvrit alors les yeux et il constata l'horreur de la situation. Des corps déchiquetés, écrasés, carbonisés, voire les trois en même temps envahissaient toute l'épave. Il eut peur de regarder dans quel état était son corps, mais il alla quand même voir. Et rien. Son corps n'avait subi aucune blessure. Il était entouré de débris et des corps des passagers qui se trouvaient autour de son siège,
mais il n'avait pas la moindre égratignure. C'était un véritable miracle. Mais à quoi ce miracle lui servait-il s'il ne pouvait retourner dans son corps? Il regarda encore autour de lui, et personne d'autre n'en avait réchappé. Ils étaient tous morts, sauf lui. Si tant est qu'on puisse le considérer en vie, vu son état fantomatique. Aussi, il constata que la tempête s'était totalement arrêtée. Il se mit alors à maudire le sort et cette tempête qui avait fauché tant de vies. Et d'un coup, en un instant, il eut l'impression de tomber dans le vide. Et il se réveilla en poussant un grand cri de panique. Un instant plus tard, il entendit le cri d'un enfant à côté de lui, à sa droite. Il regarda donc en direction du cri qui s'était changé en pleurs. Il n'en croyait pas ses yeux. La femme et son enfant étaient à côté de lui, et celle-ci le regardait avec un regard agacé. Urbain regarda alors autour de lui, et il se rendit compte qu'il était alors à nouveau dans l'avion, avec tous les passagers, en vie, même si la plupart le dévisageaient. Une hôtesse était même venue le voir en lui demandant s'il allait bien. La tempête, le crash, les morts, est-ce que tout cela n'était qu'un horrible cauchemar? L'hôtesse répéta sa question, et Urbain répondit qu'il allait bien, et qu'il avait juste fait un cauchemar, un peu gêné. Oui, ça devait être un cauchemar. Juste un simple cauchemar, pensait-il. Mais l'univers semblait lui répondre avec un grand non. Car les tremblements de l'appareil recommençaient, ces mêmes tremblements qui avaient annoncé le début de la catastrophe. Urbain comprit alors que ce n'était pas un simple cauchemar. Mais que pouvait-il bien faire? S'il commençait à paniquer et à annoncer à tout le monde leur mort imminente, on le prendrait pour un fou. Déjà que son cri de panique de tout à l'heure avait dû lui attirer l'animosité de certains. Qu'allait-il bien pouvoir faire? Si l'avion s'écrasait, ils allaient tous mourir. Puis il eut une réflexion. Tout le monde n'allait pas mourir. Lui, il survivrait, s'il ne bougeait pas de sa place. Est-ce que le Seigneur lui aurait montré tout ça pour lui dire de ne pas avoir peur? Qu'il survivrait? Ou alors, était-ce une mise à épreuve? Est-ce qu'il devait laisser sa place à quelqu'un d'autre et sauver une vie en se sacrifiant? Mais toutes les personnes dans l'avion qui sont mortes, il n'avait pas envie de finir dans le même état qu'elle. À mesure que Urbain réfléchissait, l'avion commençait à tomber et à accélérer. Et les pensées du jeune homme défilaient à toute vitesse, à l'approche de la funeste conclusion des événements. Qu'est-ce que je dois faire? Laisser ma place à une de ces personnes? Mais je veux pas mourir comme ça, moi! Pitié, Seigneur, je ferai tout ce que vous voudrez. Je me rachèterai pour mon égoïsme, je serai exemplaire. Alors ne me refusez pas les portes du paradis pour le choix que je vais faire. Je suis désolé, je m'excuse. Pardon. Le même bruit de tôle qui se fracassait retentit alors. Et cette fois-ci, Urbain ressentit comme une vive douleur au niveau de sa cage thoracique. Un énorme morceau de métal était enfoncé profondément dans sa poitrine. Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passait? Il regarda autour de lui, et cette fois-ci, tous les passagers qu'il pouvait voir semblaient intacts, alors que lui se retrouvait avec cette chose dans la poitrine. Était-ce le Seigneur qui le punissait pour son égoïsme? Au final, son esprit finit par s'éteindre, et je me réveillai pour aller récupérer son corps, qui, par chance, n'était plus transpercé par le morceau de métal, qui m'aurait bien gêné pour l'extirper de là. J'ai un peu réfléchi à ce qu'il aurait pu faire pour éviter ça. S'il avait réussi à convaincre la mère de lui laisser le petit, est-ce qu'il serait encore en vie? Et aurait-il quitté le village? Ou s'il avait tout simplement laissé sa place, serait-il vraiment mort? Enfin, il ne pouvait pas savoir que tout cela n'était pas réel, et qu'il avait clairement été mis à l'épreuve par le village. Maintenant, je pense qu'il est temps de clore ce chapitre. Et nous passerons donc à la prochaine phobie en V, déjà. Et bien au moins, je sais ce que je vais raconter pour cette lettre. Nous sommes donc arrivés à la phobie en V. Dans les 3 derniers chapitres,
nous avons fait une sorte de voyage. Ce voyage nous a ramenés jusqu'à des chapitres qui ont pour la plupart une importance toute particulière pour moi. Et dans ce chapitre-là, nous suivrons Victor, qui souffrait de vénustraphobie, la phobie des belles femmes. Certains pourraient trouver cette peur étrange, mais après les événements de cette histoire, peut-être la comprendrez-vous mieux. Commençons donc notre récit sans attendre plus longtemps. Victor se réveilla dans sa chambre à première vue, et le temps que ses nouveaux souvenirs se soient ancrés en son esprit, celui-ci était dans le brouillard. Le jeune garçon avait l'impression d'avoir tout oublié. Mais après quelques minutes dans le gaz, il reprit ses esprits, et voyant l'heure sur son téléphone, il fonça s'habiller en vitesse, sans prendre ni douche ni petit déjeuner. Il était en retard, et se pressait d'aller jusqu'à son lycée, où il finit par arriver in extremis. Il était essoufflé, ses poumons lui semblaient avoir pris feu. Il ne semblait pas très sportif, mais il avait couru presque sans s'arrêter depuis chez lui. Je ne saurais dire la distance qu'il a parcourue, mais je dirais qu'il a couru au moins 5-10 minutes. Le reste de la matinée se passa plus ou moins normalement, du moins je l'imagine. Je n'ai pas eu souvent l'occasion d'être dans des écoles de cette époque. La seule chose que je trouvais étrange, c'est que contrairement à une majorité d'élèves, Victor semblait beaucoup plus en retrait. Il n'allait pas souvent au contact de ses camarades tant qu'il n'avait pas quelque chose à leur demander, et se faisait discret en classe, que ce soit avec les professeurs ou les autres élèves. Même durant la pause, alors que d'autres élèves se rassemblaient pour discuter, lui partait dans son coin. Mais ce coin semblait être un refuge pour lui, un endroit où il pouvait être tranquille. Et vu qu'il n'avait pas l'air du genre à faire des bêtises, même si des adultes le trouvaient dans son coin, il le laissait tranquille, même s'il essayait de le pousser à aller au contact des autres de temps en temps. Même moi, je me demandais pourquoi il était tout seul. Mais je finis par comprendre, un tant soit peu, quand son cœur se mit à battre plus vite, et presque comme des frissons lui parcourirent le corps. Et ces frissons, même si je ne les avais pas ressentis depuis longtemps, je les reconnus tout de suite. C'était l'amour. De là où il était, il pouvait voir une très jolie jeune fille, en compagnie de ses amis, chaque jour. Du moins le croyait-il. Il venait là et l'observait de loin, sans oser l'approcher, car il y avait autre chose que de l'amour. Il y avait de la tristesse, du dégoût, de la peur, et enfin, de la colère. Et moi, je ne croyais pas mes yeux. Mais je vous expliquerai pourquoi à la fin de cette histoire. En ce qui concerne Victor, je ne savais pas pourquoi, mais ses émotions avaient l'air toutes chamboulées, entre joie et tristesse, amour et haine. Quand il pensait à elle, ses pensées s'illuminaient, mais quand il pensait à lui, celles-ci s'assombrissaient. Pourquoi il ressentait tout ça ? Je ne mis pas longtemps à avoir la réponse. Il se regarda sur l'écran de son téléphone, et en écartant la grande mèche qui lui tombait devant son œil droit, je vis une énorme tache de naissance, qui lui prenait presque la moitié du visage. Et dès l'instant où il vit sa tache, des flashs envahirent son esprit. C'était lui, plus jeune, et des enfants se moquant de lui, le traitant de monstre, et lui donnant toutes sortes d'autres surnoms comme la tâche et autres âneries. C'est presque réconfortant de voir que malgré les siècles, on marginalise toujours les gens différents et les minorités. Je suis ironique, bien sûr. Il regarda une dernière fois dans la direction de l'élu de son cœur, et il se figea sur place quand il vit que la jeune fille le regardait. Elle lui fit un sourire, et le garçon se recroquevilla pour cacher son visage. Quelques secondes après, la jeune fille avait disparu. Victor pensa qu'il l'avait sûrement vexé ou dégoûté en se cachant. Mais c'était plus fort que lui. De toute façon, j'avais aucune chance.
Jamais elle pourrait aimer quelqu'un d'aussi laid, renfermé que moi. Il repartit donc en direction de son prochain cours, même si la cloche n'avait pas encore sonné. Le reste de la journée ressembla un peu à la matinée. Victor interagissait très peu avec les autres, et toujours avec difficulté. Et le soir, il rentra chez lui. Je vous passe les détails sur ses activités une fois rentré chez lui. Disons simplement qu'il faisait comme la plupart des garçons de son âge, j'imagine. Enfin. Mais c'est la nuit que ça devint plus intéressant. Car en effet, la nuit, il faisait des cauchemars, qui pour la plupart avaient comme sujet principal de multiples tentatives pour aller parler à la jeune fille, qui se soldaient la plupart du temps par des rejets secs, et en se moquant du pauvre Victor. Le lendemain au lycée, en ce qui concerne les cours, ça ne changeait pas vraiment. En revanche, quand vint le temps de la pause, il retourna comme à son habitude à son coin préféré. Mais la fille n'était pas là cette fois. Une partie de ses amis y était, mais pas elle. Il avait sûrement dû lui faire peur avec son comportement d'hier. Il décida donc de partir ailleurs, et quand il se leva et se retourna, elle était là, à quelques mètres de lui. Son cœur battait si vite et si fort qu'il avait l'impression que celui-ci voulait fuir de sa poitrine pour partir en courant, aussi loin que possible. Il ne savait quoi dire, quoi faire. Et tous les cauchemars qu'il avait faits la concernant remontaient à la surface dans son esprit. Quant à la jeune fille, elle le regardait avec le même sourire qu'elle lui avait fait le jour précédent. Mais que lui voulait-elle? Pourquoi était-elle là? Finalement, le silence un peu gênant qui régnait fut brisé par nul autre que la fille. Salut, ça va? Je t'ai vu hier, et tu avais l'air tout seul et triste. Du coup, je suis venue te rejoindre, mais tu étais déjà parti. Victor n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'avait pas fui parce qu'il la dégoûtait. Au contraire, elle avait essayé de le rejoindre, mais c'était sûrement par pitié. Qui pourrait réellement s'intéresser à lui, pensait-il. Mais il n'osait pas parler, ce qui installa un nouveau silence gênant. Finalement, la fille se présenta à Victor. Elle lui donna quelques informations sur elle, comme son âge, sa classe, ce qu'elle aimait, etc. Mais en ce qui nous concerne, nous retiendrons juste son nom pour simplifier l'histoire. Elle s'appelait Elena. Et donc, Elena, malgré le silence et l'air gêné de Victor, continuait à lui parler de tout et de rien. Et ce, jusqu'à la fin de la pause. Ensuite, chacun repartit de son côté pour retourner en classe. Le garçon avait un peu de mal à réaliser ce qui venait de se passer. Et il n'était pas au bout de ses surprises, car Elena le rejoignit à chaque pause de la journée. Victor était bien évidemment gêné, il ne savait quoi dire ou quoi faire à chaque fois qu'elle était là, alors que la jeune fille semblait avoir tellement de facilité à lui parler pendant plusieurs minutes, ce qui confortait notre cher ami dans ses pensées. Pour lui, ils n'avaient rien à faire ensemble. Elle était si rayonnante, et lui, si lugubre comparé à elle. Ça continua ainsi pendant quelques jours. Et même si les nuits de Victor étaient remplies de cauchemars de toutes sortes concernant Elena, il ne voulait pas les croire. Jamais elle ne se servirait de lui, ou ne se moquerait de lui. Elle était si parfaite, contrairement à lui. À chaque fois, sa présence lui offrait un flot de sentiments incontrôlables. Il avait envie de fuir la plupart du temps, mais la béatitude que lui offraient les instants qu'il passait avec elle le faisait rester malgré tout, même s'il ne parlait pas. Au moins, il commençait à lui faire des signes pour lui dire salut ou au revoir, ce qui était un tout petit pas en avant. Mais un jour, alors que nos deux jeunes amis étaient ensemble durant une de leurs nombreuses pauses, ils eurent la visite d'un autre garçon. Victor le reconnaissait, il l'avait déjà vu parmi les amis d'Elena, mais il ne connaissait pas son nom. « Bah alors, Elena, tu ne traînes plus avec nous depuis quelque temps. Tu nous aimes plus ?» Tiens, salut Jordan. Oui, je traîne un peu avec mon nouvel ami. Je vois.
Et comment s'appelle ton ami? Victor n'avait jamais dit son prénom à Elena, et il savait qu'elle ne pourrait répondre. Il s'apprêtait à répondre à sa place quand il entendit « Il s'appelle Victor. Il a l'habitude de traîner seul ici, alors je me suis dit que je pourrais lui tenir compagnie. » Victor n'en croyait pas ses oreilles. Comment connaissait-elle son prénom alors qu'il ne lui avait jamais dit? Et alors qu'il était dans ses pensées, Jordan s'en alla, après avoir dit à Elena de revenir voir ses autres amis de temps en temps. Une fois Jordan parti, Victor était bien trop curieux pour rester encore dans son mutisme. Il demanda alors un peu gêné à Elena comment elle connaissait son prénom, alors qu'il ne lui avait jamais dit. Et Elena, avant toute chose, semblait ravie qu'il lui adresse la parole. Elle sautillait de joie en lui offrant un sourire radieux. Puis elle lui répondit que ça faisait un moment qu'elle avait remarqué qu'il l'observait seul dans son coin. Et si au départ elle avait un peu peur, elle s'est renseignée un peu de son côté et a appris qu'il restait toujours à l'écart des autres. Et elle avait appris son prénom par la même occasion durant ses recherches. Elle a alors pensé qu'il devait se sentir seul, et vu que elle avait pas mal d'amis, il devait vouloir en avoir aussi. Et donc il observait parce qu'il l'enviait. En entendant ça, Victor éclata de rire, en confirmant ce qu'elle venait de dire, même si en vérité la raison était tout autre. Mais il ne voulait pas lui dire, de peur de se faire rejeter. Finalement, la fin de la pause arriva, et alors que Victor allait en cours, à l'angle d'un couloir, il se sentit tiré et plaqué contre le mur. Jordan lui faisait face, et il lui ordonna d'arrêter de voir Elena, car selon ses dires, il était dessus avant lui, et Victor n'avait aucune chance. Et il partit, après lui avoir mis un coup de poing dans le ventre. Bien évidemment, Victor n'avait pas apprécié ce qui venait de se passer, mais il n'était pas vraiment surpris, il aurait dû s'y attendre. Elena était si incroyable, bien sûr qu'il y allait avoir d'autres garçons qui lui tourneraient autour. Mais il commençait tout juste à se rapprocher de la jeune fille. Il n'avait pas envie de dire adieu à tous ces moments de bonheur. Ainsi, à la pause suivante, il repassa du temps avec Elena. Et bien sûr, une fois que les deux jeunes retournèrent en classe, Jordan s'en prit à nouveau à Victor, en lui mettant cette fois-ci une balayette, et en lui disant que plus il la verrait, pire ce sera. Autant dire que cette journée n'avait pas été très agréable, malgré son rapprochement avec Elena. Et la nuit, ses cauchemars étaient surtout tournés autour de Jordan, qui le brutalisait et finissait avec la jeune fille. Le lendemain, au lycée, Victor décida d'éviter le conflit. Et donc d'éviter Elena. Il avait passé son temps seul avant. Il devait juste se réhabituer à la solitude. Et il continua ainsi pendant quelques jours. Mais Elena ne semblait pas prête à abandonner. Jordan reprit alors Victor dans un coin et lui ordonna de dire à Elena qu'il ne voulait plus lui parler, en trouvant une excuse, qu'importe. Sinon, il le tabasserait. Mais ce fut à ce moment qu'il entendit une voix qu'il reconnut tout de suite. C'était celle d'Elena, qui interpella Jordan et commença à lui crier dessus. Victor ne savait que faire, et alors que Jordan allait lever la main sur elle, après lui avoir dit de se taire et de se mettre avec lui sinon il brutaliserait Victor, celui-ci vit Jordan presque s'envoler avant de chuter sur le dos. Elena venait tout simplement de lui faire une prise de judo. Et Jordan partit en courant, la queue entre les jambes, avec un air apeuré, après avoir regardé le visage d'Elena, qui semblait tirer des éclairs avec ses yeux tellement elle était en colère. Une fois le calme revenu, Elena s'excusa pour le comportement de Jordan. Victor lui répondit que ce n'était pas sa faute, et que Jordan avait fait ça parce qu'il était amoureux d'elle. Ce que la jeune fille rétorqua par un « Ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de l'obsession. S'il était amoureux, il n'aurait pas brutalisé et menacé un de ses amis. » Victor était au comble du bonheur. Et il décida d'avouer à Elena que s'il l'observait à la base, c'était parce qu'il la trouvait belle. Elena se mit alors à rire. Il lui offrit ce sourire qu'il aimait tant. Elle le remercia et lui dit que pour l'instant, elle ne le voyait que comme un ami. Mais que plus tard, qui sait ce qui arriverait?
En tout cas, il aurait plus de chance avec elle que Jordan. Victor se sentit alors libéré d'un poids, et sourit alors lui aussi. Puis ils se mirent à rire ensemble. Ce fut à ce moment que je rouvris les yeux, perplexe, et un peu anxieux. Je regarda les barreaux de ma cellule, et ceux-ci étaient fermés. Un espoir naquit alors en moi. Avait-il réussi? Allait-il sortir du village? Je n'ai pas eu de cadavre à récupérer. Alors, c'est qu'il avait survécu, qu'il avait gagné. En tout cas, je l'espère, de tout cœur. Et de fait, le voici. L'événement qui a tout changé pour moi. Celui qui a conduit à la décision qui fait que je vous ai raconté toutes ces histoires jusque-là. Mais une chose encore était aussi surprenante. Je vous avais dit que, quand j'ai vu Elena à travers les yeux de Victor, je n'en croyais pas mes yeux. Pourquoi vous vous demandez sûrement? Eh bien, tout simplement parce que ce visage, son visage, je ne pourrai jamais l'oublier. Car ce visage est celui de celle qui nous a condamnés, moi et tous les habitants du village, et nous a emportés dans cet endroit qui fut ma prison pendant des siècles. Il est d'ailleurs peut-être temps que je vous en parle, des origines du village. Et le destin fait bien les choses bizarrement. Car le prochain chapitre, celui sur la lettre W, sera celui où vous apprendrez la vérité sur le village dans les cauchemars. Après tant de temps à vous raconter les histoires du village dans les cauchemars, vous allez enfin connaître ses origines. Les événements qui ont tout fait basculer. Je sens que ce chapitre va être dur pour moi. Mais il est temps que je vous parle de la phobie qui a scellé le destin de ce village et de ses habitants. La wiccaphobie, qu'on peut traduire par peur des sorcières ou de la sorcellerie. Il est vrai que la sorcellerie peut faire peur, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Et les gens ont souvent eu tendance à diaboliser les pratiques de sorcellerie. Alors que, comme toute chose, il devait y en avoir des bénéfiques et des néfastes. Mais comme je l'ai déjà mentionné dans ce journal, je viens de ce que l'histoire aura retenu comme le Moyen-Âge. Et à cette époque, la vie était rude et compliquée, et en particulier dans le village où je vivais. Là-bas, il y régnait toujours une atmosphère particulièrement pesante. Les gens y étaient pauvres pour la plupart, et même la chapelle du village ne payait pas vraiment de mine. Mais à l'époque, la plupart des gens préféraient rester dans leur zone de confort plutôt que de prendre des risques et en mourir. La faute à ce climat d'insécurité qui nous envahissait en permanence. Aussi, je ne vous raconterai pas les cauchemars des habitants du village originel, car ils se ressemblent à peu près tous. Mais surtout, je pense que l'histoire de l'origine du village illustre parfaitement cette peur. En ce temps d'incertitude, il fallait quelque chose pour unir les gens quand le malheur frappait. Et bien évidemment, quoi de mieux que l'ennemi commun pour unir les gens durant ces moments. Ceux qui sortaient du lot étaient pour la plupart victimes de la peur de l'inconnu, la jalousie, la haine des autres, qui cherchaient la plupart du temps responsables à leurs propres problèmes, plutôt que d'arranger vraiment les choses. Et la victime du village fut une jeune femme qui n'avait pourtant pas eu une vie facile, mais réussissait toujours à garder le sourire. Pour commencer, dès l'enfance, elle avait perdu ses parents durant une tempête qui avait fait s'abattre un arbre sur sa maison. Et déjà, les gens trouvaient louche le fait qu'elle fût la seule survivante. Surtout que, comme je vous le disais,
Elle essayait toujours de garder le sourire, même dans les moments les plus durs. Les habitants auraient pu voir un véritable miracle à la survie de cette petite fille. Mais il en a été autrement. Et parce que la perte de ses parents et de sa maison ne suffisait pas déjà assez, personne ne voulut s'occuper d'elle. Les religieux du village, à contre-cœur, lui permirent de vivre dans la grange de la chapelle, où elle a survécu quelques années en travaillant pour une bouchée de pain, ici et là dans tout le village, jusqu'à devenir une magnifique jeune femme. C'est là que sa vie prit un tournant particulier, car elle était la plus belle de tout le village, avec son sourire radieux et sa magnifique chevelure rousse. Mais personne ne voulait l'épouser, à cause de sa condition et des rumeurs qu'il y avait eu sur elle du temps où on l'appelait l'enfant maudit. En revanche, certains étaient prêts à la payer pour avoir accès à son corps. Après quelques années de plus à vendre son corps aux hommes du village, elle avait réussi à avoir une vie plus stable et correcte. Elle avait même pu faire reconstruire son ancienne maison avec l'aide de quelques hommes qui avaient utilisé ses services. Et elle vivait désormais avec une enfant qu'elle avait sûrement eue avec un de ses clients. Mais comme vous vous en doutez, tout ne s'est pas bien fini. Un jour, un habitant du village a répandu des rumeurs sur elle. Et bien évidemment que la réputation de la jeune femme n'allait pas aider. Sa survie durant la tempête alors que ses parents sont morts, son habitude à essayer de garder le sourire même pendant les moments difficiles. Ses activités avec les hommes du village et sa beauté naturelle malgré son train de vie avaient suscité la jalousie et la rancœur de certaines femmes du village. Tous les sentiments négatifs des gens qui la craignaient, la jalousaient ou la haïssaient furent amplifiés. Et une nuit, le village se rassembla à sa porte. Mais elle avait fui dans les bois avec son enfant. Une chasse aux sorcières fut alors lancée, et la malheureuse femme fut capturée. Les villageois la brûlèrent sur le bûcher. Pour la première fois de ma vie, alors qu'elle réussissait en général à garder le sourire en toutes circonstances et à cacher son chagrin et sa douleur, je voyais des larmes couler sur ses joues et son beau sourire s'effacer. Elle était morte, réduite en cendres. Quant à son enfant, elle ne fut jamais retrouvée. Certains pensaient qu'elle avait réussi à s'enfuir, d'autres qu'elle s'était perdue et avait trouvé la mort dans les bois. Nul ne sut jamais. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car une vingtaine d'années plus tard, la jeune femme revint au village. Tout le monde était surpris et effrayé de voir la femme qui avait fini sur le bûcher revenir comme si de rien n'était et retourner dans son ancienne maison en ruine. Il ne fut pas longtemps avant que le village ne se rassemble à nouveau devant chez elle. Sauf que cette fois, alors que le village allait la capturer pour la noyer, la jeune femme se mit elle-même le feu, récitant ce qui aujourd'hui, je le sais, était sûrement une formule magique. Et alors que son corps se consumait, elle scanda à haute voix les mots qui ne quitteront jamais mon esprit. Tous ceux qui, comme vous, se laisseront consumer par leur peur et leur haine, jusqu'à en faire souffrir les autres, finiront prisonniers de leur pire cauchemar et ne pourront en ressortir que s'ils s'en libèrent. Finiront prisonniers de leur pire cauchemar et ne pourront ressortir que s'ils s'en libèrent. Son corps disparut alors dans un tourbillon de flammes, de cendres et de fumée. Et après ça, durant la nuit suivant cet événement, je fus emmené ici dans mon sommeil. Et je suis devenu prisonnier de cet endroit, obligé de regarder tous les autres habitants souffrir, chacun leur tour, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Et vous connaissez la suite. D'ailleurs, vous rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Elena dans le chapitre précédent? Son visage, c'était celui de la femme
dont il est question dans cette histoire. Le visage de celle qui nous a maudits est condamné pour l'éternité. Voilà, c'était les origines du village. Néanmoins, mon journal n'est pas encore fini. Il me reste encore 3 histoires à vous raconter. Je me demande ce que je vais faire une fois que j'aurai fini le dernier chapitre. Enfin, nous verrons cela quand nous y arriverons. En attendant, je vais donc clôturer ce chapitre et passer au suivant. Nous nous retrouvons pour la dernière ligne droite, les 3 derniers chapitres. Et dans celui-ci, je vais vous parler de la xénophobie, la peur des étrangers. Et à mon avis, rien ne peut être plus étranger que ce que nous allons voir dans cette histoire, dans laquelle nous suivrons donc Xavier. Aussi, si je commence à divaguer, je sens que le chapitre va être un peu long. Alors, commençons sans plus tarder. Quand Xavier se réveilla, tout avait l'air plutôt normal. Il était dans ce qui semblait être un mobil-home. Et comme tant d'autres avant lui et après lui, une fois ses nouveaux souvenirs implantés, il ne se posa pas plus de questions. Il démarra alors ce qui devait être sa routine matinale. Et une fois fini, il partit pour son travail. Il était serveur dans un bar-restaurant, à l'intérieur d'un camping. Et une fois arrivé sur son lieu de travail, il salua ses collègues et commença une nouvelle routine. Ménage, rangement et inventaire avant ouverture. Puis, quand vient l'ouverture, accueil des clients, commandes, service, etc. Et jusque-là, tout me semblait étrangement normal. Même si, quand des campeurs étrangers arrivaient, Xavier faisait tout pour ne pas avoir affaire à eux. Il avait l'air de ressentir un certain agacement envers eux, voire du dégoût, quel qu'il soit. Mais bon, ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de comportement, et en général, ça annonçait la raison de la présence de la personne dans le village. À cause de sa peur et de son mépris des autres, Xavier avait sûrement fait quelque chose de grave qui méritait punition. Et cette punition ne tarda pas à arriver. Mais j'étais loin d'imaginer que ce serait aussi... Enfin, vous vous en rendrez compte par vous-même. Car durant l'après-midi, d'un coup une ambiance pesante s'installa. Quand certains clients regardèrent leur téléphone et qu'un employé changea précipitamment, en ayant l'air paniqué, les chaînes de la télévision du restaurant où passaient des clips musicaux. Sur toutes les chaînes d'information, on voyait une scène étrange, digne d'un film de science-fiction. Des vaisseaux spatiaux étaient postés un peu partout dans le ciel de la planète. Et des créatures en débarquaient et attendaient en dessous. Après quelques heures d'inquiétude et spéculation sur la raison de la venue de ces êtres, l'armée leur faisait face et avait envoyé des gens pour établir la communication. Sur les images, on voyait nos ambassadeurs en train d'essayer de communiquer avec des êtres de grande taille, la peau plutôt foncée, maigre, avec une pilosité faciale qui contrastait avec leur absence de poils sur le reste du corps. Elles possédaient de très grandes mains, surmontées par des griffes. Nos visiteurs ne semblaient pas particulièrement agressifs, mais ils avaient pourtant une aura inquiétante. Quelques minutes plus tard, les créatures remontèrent dans leur vaisseau et les ambassadeurs revinrent faire un rapport. Pendant que le reste de l'humanité était dans l'attente de la conclusion de ce premier contact, et alors que les journalistes essayaient de récolter les informations envers les militaires sur place, les choses revinrent, mais celle-ci était un peu différente, un peu plus petite, et elle ne possédait pas de barbe, mais une longue chevelure qui pour certaines cachait presque leur visage, ne révélant que leurs yeux dont se dégageait une aura bien plus menaçante comparée aux créatures précédentes. Et alors que tout le monde se demandait ce qui allait se passer, les nouveaux venus se mirent à bondir sur les soldats. Et elles les déchiquetèrent et les faisèrent valdinguer comme des poupées de chiffon.
Malgré leur maigreur, elles semblaient insensibles aux armes à feu, comme si leur peau était aussi résistante que de l'acier. De plus, leur vitesse et leur agilité ne laissaient même pas le temps aux pauvres soldats de faire quoi que ce soit si ce n'est fuir. Dans le camping, et sûrement dans le reste du monde, c'était la panique générale. Les gens se précipitaient pour fuir, mais Xavier, lui, malgré la peur, semblait résigné. Après tout, où pouvait-il fuir? Où pouvait-il se cacher? Il rentra alors simplement chez lui, alors que tout autour le chaos régnait, et une fois rentré, il attendit, pendant de très longues heures, jusqu'à ce qu'une grande ombre apparut devant son entrée. Il se leva et ouvrit la porte. Devant lui se tenait une des créatures à la longue chevelure. Le bruit qui émanait de celle-ci ressemblait à une respiration gonflante. Et la chose le scruta, comme si elle examinait notre chair. Elle pointa de son doigt griffu Xavier, puis une direction, comme pour lui dire où aller. Sans même réfléchir ou prendre des affaires avec lui, il se dirigea dans la direction que la créature de l'espace lui avait indiquée. Il ne mit pas longtemps avant de croiser d'autres gens qui se dirigeaient dans la même direction. Certains le regard vide, d'autres les larmes aux yeux, ou tremblant de peur. Tout ce beau monde se dirigeait vers un des vaisseaux extraterrestres, et une fois arrivés, ils furent parqués et contraints à réaliser toute une série de tests physiques et psychologiques. Quand Xavier eut fini, il fut marqué au fer rouge, d'une marque sur la main, et il fut envoyé dans une sorte de bidonville. Là-bas, il fut accueilli par des humains qui lui expliquèrent ce qu'il faisait ici. Ces personnes avaient été choisies pour gérer le district où Xavier se trouvait. Ils lui exposèrent donc la situation. Les humains avaient été réduits en esclavage et devaient travailler pour les extraterrestres. Chacun avait reçu une marque sur la main qui symbolisait leur rôle dans tout ça. Et seules les personnes utiles aux créatures avaient été envoyées ici. Les autres disparaissaient sans laisser de traces. Et le rôle de Xavier était dans le service d'entretien général, donc le ménage, la cuisine et la gestion du matériel répondant aux besoins de ses tâches. Autant dire que quand il rejoignit son nouveau chez lui, encore plus petit que son mobil-home, il avait le moral au plus bas, en plus de la douleur qu'il ressentait sur sa main due au marquage. Suite à ça, des mois sont passés, de longs mois d'esclavage, où Xavier constata que son monde n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était avant ça. Durant ces mois, il travaillait à nourrir les personnes de son district avec une espèce de bouillie immonde, un mélange avec une viande indéfinissable et toutes sortes de légumes. Au moins, en dessert, il y avait un yaourt avec des fruits frais dedans. Mais il ne pouvait pas juste manger le dessert, car à l'heure du repas, les créatures aux longs cheveux surveillaient attentivement tout le monde. Et s'il y avait du gâchis, les créatures s'énervaient et torturaient le pauvre malheureux qui avait fait cette erreur. Le dessert semblait être un peu comme une récompense après le plat, même si on ne pouvait pas choisir ce qu'il y avait dedans. Et c'était tous les jours comme ça, avec en plus interdiction de changer quoi que ce soit au menu, ou dans la manière de faire. Sinon, c'était la torture qui attendait le fautif, voire pire des fois. Puis, une fois avoir nourri les autres, Xavier se nourrissait avec le même menu, et devait faire la vaisselle et entretenir les locaux avec ses collègues, sachant qu'il n'y avait qu'une cantine par district et que chaque district contenait quelques milliers de personnes. Mais un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée de travail, il vit des gens à l'air suspect. Ils avaient l'air de transporter des choses dans de gros sacs, et se faisaient aussi discrets qu'ils pouvaient, malgré leur charge. Xavier décida de les suivre pour savoir ce que contenaient ces sacs. Si c'était des vivres, ou peut-être des armes. Il les prit donc en filature, et au bout d'un moment, le groupe de personnes rentra dans un bâtiment. Et alors que Xavier allait y pénétrer, il sentit une douleur sur son crâne et perdit connaissance. Quand il reprit conscience, il était assis sur une chaise, attaché avec quelque chose autour de sa tête, pour lui cacher la vue. Des gens étaient en train de se disputer autour de lui, sur le fait qu'ils avaient été suivis. Puis quand une des personnes de la pièce remarqua que Xavier s'était réveillé,
Ils commencèrent à lui poser des questions. Qui était-il? Pourquoi il les avait suivis? Si c'était une taupe des extraterrestres? Auquel notre ami répondit en donnant son nom, son rôle dans la communauté, disant qu'il était juste curieux et que non, il n'était pas une taupe. Même si au début ils ne lui faisaient pas confiance, après quelques heures d'interrogatoire, ils décidèrent de lui enlever le bandeau qu'il avait sur les yeux et ses liens, et de lui expliquer qu'ils étaient de la résistance. Ils rapportèrent aussi ce qu'ils avaient appris sur la situation du monde, que toute la planète était touchée, que les extraterrestres avaient détruit toutes les infrastructures sportives, religieuses ou culturelles qu'ils avaient jugées inutiles pour y placer leurs vaisseaux. Les créatures étaient divisées en 2 catégories selon leur sexe. Les mâles étaient plus grands, plus calmes et s'occupaient de la gestion et du commandement. Et les femelles, elles, étaient plus petites, plus sauvages, plus violentes, et elles s'occupaient de la chasse et de la surveillance. Aussi, ils lui apprirent une terrible vérité. Les repas qu'il mangeait depuis des mois, la viande constituant ce plat infâme, n'était pas de la viande animale, car les créatures se réservaient la viande animale. Ils faisaient donc manger aux humains la viande des autres humains qu'ils avaient jugés inutiles et qui avaient disparu jusqu'alors. En entendant ça, Xavier eut envie de vomir et de s'effondrer. Leur monde, leur culture, leur famille, ils étaient en train de tout perdre à cause de ces choses venues de l'espace. Les autres lui laissèrent le temps de reprendre son calme. Une fois ça fait, ils lui expliquèrent qu'ils avaient un plan, mais que ce serait long et qu'il faudrait se faire discret, même si des fois c'est dur. Xavier accepta et retourna chez lui, en ayant du mal à réaliser ce qui venait de se passer. Les jours qui suivirent furent particulièrement désagréables pour lui. Connaissant la vérité, chaque repas était devenu encore pire qu'avant. Et chaque jour, des gens se faisaient torturer, car ils refusaient de finir leur assiette, car plus faim ou pas envie. S'ils savaient ce qui s'y trouve, je pense que là, plus personne ne voudrait y toucher. Puis un jour, en voyant quelqu'un se faisant torturer une énième fois, Xavier sentit quelque chose bouillonner en lui. Toute la rage, la tristesse, la frustration et toutes les autres émotions qu'il avait gardées enfermées en lui depuis refirent surface. Il prit un couteau qu'il avait à proximité, sortit calmement de la cuisine, et avant que les créatures ne le repèrent, il fonça sur celle qui torturait la pauvre personne, en poussant un grand cri de rage, laissant exploser toutes les émotions qu'il avait réprimées jusqu'alors. Et il abattit le couteau sur la chose. La lame se tordit instantanément contre la peau de celle-ci. La bête se retourna et regarda fixement Xavier. Puis il se mit à émettre un son étrange. Et en regardant ses yeux, il semblait presque amusé. Était-ce un rire ? Se demanda Xavier. La seconde qui suivit, il sentit quelque chose de bizarre. Il ne sentait plus son corps, et la créature tenait sa tête dans une de ses grandes mains griffues, alors que l'autre avait du sang au bout de ses griffes. Xavier perdit conscience de plus en plus, et je rouvris les yeux. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient de se passer, disons que, pour le ménage, une des parties de Xavier fut plus légère à transporter que l'autre. Ce cauchemar était particulièrement détaillé. Je me demande bien ce que Xavier a fait pour que tant d'efforts soient déployés. Enfin, je n'aurai sûrement jamais la réponse. Puis le chapitre est déjà assez long comme ça. Passons au suivant. L'avant-dernier. Nous approchons peu à peu de la fin de ce journal. Et avec ce chapitre, nous allons découvrir une phobie assez particulière. La yaourtophobie. En entendant ce mot, certains auraient le sourire aux lèvres. Après tout,
Que pourrait-il y avoir de dangereux dans un simple petit yaourt? Mais dois-je vous rappeler où je me trouve? Tout ce qui se trouve dans ce village est fait pour torturer les malheureux qui y atterrissent. Et l'homme que nous allons suivre, Yann, a vécu des événements qui me rappellent que là où nous sommes, tout est possible. Surtout si c'est pour notre pire cauchemar. Ainsi, commençons. Je vous passe le moment où Yann se réveille, l'esprit embrumé, le temps que ses nouveaux souvenirs s'implantent en lui, et la routine du jeune homme que nous avons déjà eu à répétition dans les histoires précédentes. Et nous nous intéresserons à son quotidien, à partir du moment où il partit au travail. Il était animateur jeunesse dans un centre de loisirs de sa ville, et il était avec les maternelles. Donc son travail était de s'occuper des jeunes enfants. Et d'après ce que j'avais compris, c'était les vacances scolaires. Donc le programme de la journée était... Le matin, il arrivait et accueillait les enfants avec ses collègues. Il fallait les noter et les compter pour voir si les chiffres indiqués sur leur liste étaient corrects. Une fois l'heure d'accueil passée, les enfants comptés, la liste validée par le directeur du centre et ceux-ci rassemblés dans le préau, les animateurs leur expliquaient les activités qu'ils allaient faire durant la matinée. Puis ils séparaient les enfants en petits groupes et leur faisaient faire les activités. Il y avait des activités manuelles, sportives, scientifiques, etc. Toutes sur le thème d'Halloween. Je me suis demandé si c'était vraiment la période dans le monde réel, ou juste si le village avait décidé de faire passer cette histoire durant Halloween. Enfin, je m'égare. Une fois les activités du matin finies, c'était le repas du midi. Certains enfants rentraient, d'autres restaient, et après avoir fait patienter les enfants restants avec des petits jeux et des chansons, ils les faisaient passer aux toilettes, laver les mains, puis à table. Jusque-là, cette journée était plutôt agréable, malgré quelques enfants casse-pieds. Je suppose que c'était pour faire plus réaliste. Un monde avec que des enfants sages, ce ne serait pas assez crédible, j'imagine. Mais vous devinez ce qui est arrivé dans le repas au moment du dessert. Bien évidemment, des yaourts. À travers Yann, je ressentais du dégoût envers cette mixture, apparemment remplie de bactéries soi-disant inoffensives. Yann avait du mal à le croire, et l'idée même de manger du yaourt ou même du fromage le dégoûtait, surtout ceux avec de la moisissure dessus. Il se demandait comment on pouvait bien manger ça. Mais bon, on ne lui demandait pas son avis, et malgré tout, il savait que les enfants avaient besoin de produits laitiers pour leur développement. Donc il donna à manger les yaourts aux enfants avec ses collègues. Après le repas, vint le temps pour les tout-petits d'aller faire la sieste. Et pour les plus grands, d'aller faire ce que les animateurs appelaient un temps calme. Puis, une fois le temps calme fini, ils faisaient de nouvelles activités durant l'après-midi avec les plus grands, pendant que les petits dormaient. Lorsque les tout-petits furent réveillés, habillés, que les incidents furent nettoyés, et que les activités des plus grands avaient pris fin, les enfants jouaient un peu, pendant qu'une partie des adultes préparait le goûter. Yann faisait partie de ceux qui devaient le préparer ce jour-là. Et encore une fois, il y avait ces fichus yaourts. Cette fois-ci, notre ami essaya de négocier, en prétextant que trop de yaourts dans une journée, ce n'était peut-être pas bon pour les enfants. Mais quand lui et les personnes responsables du goûter virent qu'il n'y avait rien d'autre pour le goûter, il se résigna et le goûter eut lieu, avec les fameux yaourts. La fin d'après-midi, les enfants jouaient en attendant que les parents viennent les chercher. Certains animateurs, quant à eux, finissaient leur journée plus tôt que les autres. Yann, lui, faisait la fermeture. Il devait donc attendre que tous les enfants soient partis pour pouvoir partir à son tour et rentrer chez lui. Une fois le dernier enfant parti et lui rentré, il était exténué. Travailler avec des enfants semblait intéressant, mais aussi plutôt éprouvant de mon point de vue. Le lendemain, c'était reparti. Accueil, activités, etc. Mais durant la journée, les enfants semblaient fatigués, presque affaiblis. Et certains même commencèrent à avoir du mal à bouger. Finalement, les parents, les pompiers et même les urgences furent appelés devant l'espèce d'épidémie qui semblait se profiler chez les enfants. Et le centre fut fermé une fois que tous les enfants l'eurent quitté.
En rentrant chez lui, Yann était inquiet. Qu'arrivait-il aux enfants? Le jour suivant, le centre resta fermé. Déjà à cause de tous les enfants qui étaient tombés malades jusque-là, mais aussi parce que des animateurs aussi commençaient à se sentir mal. Une enquête fut alors lancée pour connaître les raisons de cette situation. Pendant ce temps-là, la santé des enfants déclinait, et de nouveaux infectés avaient rejoint les rangs. Aussi bien des jeunes, des adultes ou des personnes plus âgées. Avec quand même une prédominance des enfants et personnes âgées. Et plus le temps passait, plus le nombre d'infections augmentait, et plus l'état des patients empirait. Jusqu'à ce que le jour fatidique arrive. La mort avait emporté plusieurs infectés, à l'état final de la maladie. Les symptômes progressaient dans cet ordre. Fatigue, difficulté à se mouvoir, puis paralysie totale du corps, suivie par un profond coma et la nécrose des tissus musculaires et organiques dans l'intégralité du corps. Et se terminant par une mort due à la liquéfaction de ceux-ci, ne laissant à la fin que des os et une sorte de liquide visqueux, mélange de sang, chair, organes et autres tissus organiques et fluides corporels. Autant dire que c'était comme si on avait réduit en bouillie tout ce qui n'était pas osseux. Yann, qui lui n'avait eu aucun symptôme jusque-là, n'arrivait pas à le croire. Il y a quelques jours à peine, avec ses collègues, il jouait avec les enfants. Et à ce jour, ils étaient presque tous morts de cette maladie, quelle qu'elle soit. Yann en était sûr. C'était les yaourts. Il était le seul à ne pas les avoir touchés. Peu importe comment, mais les bactéries dedans étaient sûrement la cause de tout ça. Mais le pire restait à venir. Car quelques heures après l'annonce des premiers morts, une terrible et urgente nouvelle circula absolument partout. Aux informations, à la radio, sur les forums, partout. Les résidus corporels des personnes décédées de la maladie s'étaient animés et commençaient à attaquer toute personne se trouvant à portée, absorbant leurs tissus organiques et grossissant encore et encore. Bientôt, un peu partout, des gros tas de gelées monstrueuses s'en prenaient aux gens. Et le temps que l'armée soit déployée, les amas de gelée sanguinolente avaient atteint une taille colossale, s'introduisant dans le moindre interstice à la recherche de chair humaine, entre autres. C'était comme un raz-de-marée que rien ne pouvait endiguer. Et Yann, lui, essayait malgré tout de s'enfuir comme il pouvait. Mais comme tant d'autres au départ, il avait pris sa voiture pour s'enfuir, en récupérant au passage le plus d'affaires possible chez lui, avant de partir. Et à un moment, il s'était retrouvé dans les bouchons, qui ralentissaient bien évidemment sa fuite, et celle de tous les autres qui avaient fait comme lui. Ce ne fut que lorsqu'il entendit des cris, et qu'il vit des gens sortir des voitures et se mettre à courir, qu'il se décida à faire de même. Car, en effet, les masses liquides nauséabondes les avaient rattrapés. Ils faisaient pour la plupart la taille d'un gros camion. Ces sortes de slime géants avançaient lentement, mais semblaient infatigables, et se dirigeaient sans hésitation vers leur futur repas. Les gens se bousculaient, se marchaient dessus pour fuir les créatures, et bien sûr, comme il y avait des traînards, la plupart du temps, ils finissaient dévorés par les slimes. Et Yann, lui, occultait tout ça. Comme beaucoup, il ne pensait qu'à sa propre survie. Mais sans le savoir, toute la troupe de fuyards se dirigeait vers d'autres slimes, et le temps de s'en rendre compte, ils étaient tous encerclés. Les masses prédatrices s'avançaient les unes vers les autres, entourant toutes les personnes paniquées. L'écart entre elles se resserrant. Certains essayaient de fuir entre les créatures, mais se retrouvaient les pieds collés dans le liquide qu'elles produisaient, jusqu'à se faire engloutir et absorber. Yann et tous les pauvres gens assistaient impuissants à ce spectacle. Et finalement, comme si les slimes avaient décidé de fusionner, ils se rejoignirent, en engloutissant tous les malheureux qui étaient sur le passage. Yann comprit. Il sentit sa peau le brûler, comme si elle était rongée par le liquide, puis sa chair, ses organes, jusqu'à ce qu'il ne soit plus en état de survivre, et que sa conscience se perde dans la chose qui le dévorait. Heureusement que durant le ménage, toutes ces choses avaient disparu.
Je n'aurais pas aimé essayer de récupérer les ossements du pauvre homme à l'intérieur de ces choses. De plus, son corps fut reconstitué quand je l'eus retrouvé. Disons que ça a grandement simplifié mes recherches. C'est mieux qu'un tas d'os parmi tant d'autres. Mais bon, la sensation de se faire dévorer comme ça... J'en ai toujours autant des frissons. Même si ce n'est pas la première fois, loin de là. Ah bah tiens, ça me fait penser à une autre histoire. Et ça tombe bien car la prochaine et dernière lettre est propice pour vous la raconter. Nous finirons donc avec la lettre en Z. Nous y voilà. Nous sommes donc arrivés à la dernière lettre. La lettre Z. Et le chapitre portera donc sur la zoophobie. À travers toutes les histoires que j'ai racontées dans ce journal, j'ai déjà évoqué diverses créatures et animaux. Mais je n'avais jamais encore parlé d'une peur axée sur les animaux. La phobie du jour sera donc l'occasion, car c'est la phobie des animaux en général, qu'ils soient aquatiques, terrestres, volants, insectes, mammifères, etc. Et nous suivrons dans cette histoire Zoé, qui fut confrontée aux dures lois de la nature. Et oui, pas besoin de monstres, quand il y a déjà des animaux qui à tout instant peuvent faire de vous leur repas. Mais bon, commençons notre récit avant que je ne me perde en élucubration. À force, vous connaissez la chanson. Mais pour cette histoire, je vais vous le refaire une dernière fois. Zoé se réveilla au milieu d'une végétation luxuriante. Bien évidemment, sans souvenir de qui elle était, et dans la tenue traditionnelle du village. Le haut et le bas en tissu noir simple, sans rien d'autre. Elle se demandait où elle pouvait bien être, et ce qu'elle pouvait faire dans cet endroit avec cette tenue. Était-elle dans une sorte de serre? Elle se leva doucement et commença à avancer prudemment. Elle ne savait pas où elle était et ne devait pas foncer sans réfléchir. Après un certain temps de marche, elle trouvait que cet endroit était grand. Trop grand pour une serre. Ça devait bien faire une bonne demi-heure qu'elle marchait. Mais, à part de la végétation, elle n'avait rien vu. Et elle redoutait de plus en plus de ne pas être dans une serre, mais bien dans une jungle hostile, d'où toutes sortes de bêtes dangereuses pouvaient surgir de tous les côtés. Finalement, à force d'avancer, elle arriva devant un point d'eau. À première vue, il semblait tranquille, mais en regardant sur l'autre berge, non loin derrière elle, elle fut paralysée par ce qu'elle venait de voir. À environ une dizaine de mètres de l'autre côté du point d'eau, se trouvait un groupe de crocodiles, en train de se reposer sûrement. Mais ce n'était pas la simple vue du groupe de reptiles qui l'avait littéralement figée de peur. Un des crocodiles la regardait fixement, et il le faisait déjà lorsqu'elle le remarqua. Puis, quelques secondes plus tard, après qu'elle et l'animal ne se soient observés longuement, celui-ci avança et plongea dans l'eau. Zoé ne se demanda pas longtemps où est-ce qu'il était passé, car à mi-distance entre elle et le reste du groupe de crocodiles, elle vit la tête de l'animal émerger doucement hors de l'eau et avancer droit dans sa direction. Mais la jeune femme ne pouvait pas bouger, ou plutôt son corps refusait de le faire, alors que le reptile s'approchait de plus en plus. Finalement, celui-ci se jeta sur Zoé, qui sentit ses jambes lâcher. C'est comme si le temps s'était ralenti, alors qu'elle basculait en arrière, évitant de peu la mâchoire de la bête qui claqua juste devant son visage. C'est alors qu'au fond de Zoé retentit une voix, ou plutôt un cri,
qui lui ordonna de courir aussi vite qu'elle pouvait. Ce qu'elle fit sans attendre, alors que l'animal réatterrissait sur le sol à moins de 2 mètres de notre ami. Elle coura et coura, puis se sentit partir en avant de s'écraser sur le sol. Visiblement, dans la précipitation, elle s'était prise le pied dans une racine et était tombée sur le côté droit de son corps. Elle s'était cogné la tête et avait la hanche et le coude tout éraflé. Et entre la douleur subite, le stress accumulé et l'adrénaline qui retombait, elle ne se sentait pas très bien. Puis, elle aperçut quelque chose un peu plus loin. Elle reprit un peu son calme, se releva doucement et avança jusqu'à la chose qu'elle avait vue. C'était l'entrée d'une grotte. Zoé se demandait si elle devait s'y abriter car l'endroit pouvait être occupé par des animaux dangereux. Mais le soleil commençait à se coucher et elle était exténuée, en plus d'avoir encore mal à cause de sa chute. Elle décida donc malgré tout de s'y abriter durant la nuit. Elle entra alors dans la grotte qui semblait peu profonde et s'installa ensuite dans un coin de la grotte, puis attendit que le sommeil ne l'emporte. Mais durant la nuit, alors qu'elle avait réussi à trouver le sommeil, quelque chose la sortit de celui-ci. Une sensation au niveau de son crâne. Un frisson qui se déplaçait doucement vers son visage. Plus la sensation se faisait ressentir, plus l'origine de celle-ci se précisait dans l'esprit de Zoé. Jusqu'au moment fatidique où la chose arriva sur le visage de la jeune femme, qui s'était à nouveau figée, les yeux fermés, refusant de les ouvrir, sûre et certaine de savoir ce qui était à l'origine de cette sensation détestable. 8 pattes velues se tenaient sur son visage et semblaient refuser de bouger une fois installées. Et Zoé, elle, était dans un état de détresse intense, essayant le plus possible de ne pas bouger d'un millimètre. Elle ne rêvait que d'une chose à ce moment, dégager la bestiole de son visage et laisser libre cours à la panique, aux frissons d'horreur et de dégoût qu'elle réfrénait de toutes ses forces, de peur que son invitée surprise ne plante ses crochets dans son nez, ses lèvres ou autre partie de son faciès qui serait tout aussi désagréable. Mais le pire restait à venir, quand en plus de la chose qu'elle sentait sur son visage, elle se mit à entendre un bruit. Un sifflement. Proche. Très proche. En plus de cette fichue bestiole qui squattait sa figure, un serpent s'était invité à la fête. Zoé se demanda ce qu'elle avait fait pour mériter de finir dans cette situation. Et moi aussi je me le suis demandé. Mais alors que notre amie luttait de tout son être pour garder son calme, elle sentait que la chose sur son visage commençait à s'agiter. Et alors que la pauvre jeune femme priait pour qu'aucun mal ne lui soit fait, elle entendit un bruit, sentit un mouvement rapide comme l'éclair qui lui effleura le visage au passage, puis plus rien. Si ce n'est un bruit étrange à côté d'elle, alors qu'elle avait ouvert grand les yeux en s'étant pétrifiée sous la terreur. Elle ne chercha pas à comprendre ce qui venait de se passer. La chose sur son visage n'y était plus, et le serpent devait être occupé avec son repas. Donc elle se leva et courut à nouveau comme une dingue, aussi vite qu'elle put. Elle finit par s'écrouler de fatigue. Ses poumons étaient en feu, et elle était en larmes. Elle n'en pouvait plus de cet enfer. Elle avait froid, faim et mal aux pieds, et était couverte d'éraflures, dues à sa chute d'il y a quelques heures, et aux branches qu'il avait éraflées durant sa course effrénée. Et alors qu'elle laissait libre cours à sa frustration, sa peine et son agacement, elle entendit à nouveau quelque chose, en hauteur, dans les arbres. Des craquements, puis des grognements. Et en regardant au haut des arbres, tout autour d'elle, à la lueur de la lune, elle vit un félin allongé sur une branche qui la fixait. Mais au vu des grognements qui semblaient venir
de tout autour d'elle, il n'y en avait pas qu'un seul. Avec les dernières forces du désespoir, Zoé tenta une ultime course. Mais vous imaginez bien que dans l'état dans lequel elle était, il ne fallut pas longtemps au groupe de prédateurs pour la rattraper. Un des poursuivants frappa sa jambe de sa mâchoire puissante, enfonçant profondément ses crocs, et commença à tirer notre pauvre amie en la traînant par terre, alors qu'elle essayait de s'agripper à tout ce qu'elle pouvait, criant, implorant, appelant à l'aide. Mais une fois le groupe de fauves réuni, elle fut déchiquetée par les coups de crocs et de griffes de ses assaillants. Je rouvris les yeux dans la douleur, le souvenir de la sensation des lacérations, encore nette dans mon esprit, dans ma peau et dans ma chair. Je crois que l'une des morts que je déteste le plus est vraiment celle de se faire dévorer vivant. C'est une douleur et une sensation. Quelle horreur! Je ne le souhaite à personne. Maintenant, je viens d'arriver au bout de mon objectif. Mais quel était le but derrière tout ça? Voulais-je briser ma solitude en ayant l'impression de parler à quelqu'un? Faire le point sur ce qui m'est arrivé au sein du village? Ou peut-être juste ne pas oublier qui je suis? Est-ce que je devrais faire une conclusion du coup? Hein? Les barreaux. Ça recommence. Oui, bien évidemment. C'était trop beau pour durer. Maintenant que j'ai fini ce que j'avais à faire, mon calvaire va recommencer. Je suppose que mon cauchemar ne prendra jamais fin. Bon, nous nous retrouvons au final pour un nouveau chapitre. Le dernier cette fois-ci. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Par où commencer? Les barreaux de ma cellule venaient de vibrer, et je me préparais à vivre un nouveau cauchemar à travers une autre âme perdue. Je posa donc mon journal, m'allongea sur le lit et ferma les yeux. Mais quand je les rouvris, je n'étais pas quelqu'un d'autre. J'étais moi, et le lieu où je me trouvais me semblait familier. Et pour cause, je me trouvais dans le village originel, avant qu'il ne devienne le lieu de tous les cauchemars. Mais même si j'étais présent, il semblait que je ne puisse interagir avec qui ou quoi que ce soit, être vivant, objet ou autre. J'étais comme un fantôme. Et en me baladant sous cet état dans le village, je finis par trouver quelqu'un que je n'aurais jamais pensé voir. C'était moi. Quand j'étais enfant, visiblement, je me trouvais dans mes souvenirs. Et j'imagine qu'il est donc temps que je vous parle de moi. Mais pour me connaître, il faut avant tout connaître mes parents, pour qui j'ai tout fait, afin d'obtenir leur fierté et leur amour. Mes parents étaient très croyants et très pieux. Ils espéraient que je finisse par être à la tête de l'église de notre village, afin d'être dans les bonnes grâces de Dieu. Ce qui fait que dès l'enfance, de lourdes responsabilités et de grandes attentes pesaient sur mes épaules. J'ai travaillé comme un damné, durant des années, pour être à la hauteur de leurs attentes. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, un secret que j'ai gardé au plus profond de moi, jusqu'à aujourd'hui. J'étais fou d'amour pour une fille. Mais cette fille, suite à la mort de ses parents, durant une tempête,
et à sa survie inopinée, avait obtenu le sobriquet d'enfant maudit et souffrait d'une mauvaise réputation. Cette fille, vous savez de qui il s'agit. Oui, c'était bien la fille dont je vous ai parlé dans le chapitre Wiccaphobie. Et même si pour moi sa survie relevait du miracle, pour les autres villageois, mes parents compris, c'était la faute de la petite qui portait soi-disant malheur. Et moi, comme un lâche, au lieu de lui tendre la main, j'ai décidé de rester loin d'elle pour ne pas aller à l'encontre de la volonté de mes parents. Les années ont passé, et alors que je gravissais les échelons au sein de l'église du village, la jeune fille, elle, travaillait partout où elle pouvait. Elle prenait toutes les tâches, même les plus ingrates. Et moi, je l'observais de loin, la voyant faire tous ses efforts, son magnifique sourire aux lèvres. Mon amour ne faisant que croître, en même temps que le poids des attentes de mes parents et des autres personnes de l'église et du village qui m'encourageaient dans ma lancée. Quelques années plus tard, alors que je devais avoir dans les 17 ans, je touchais presque au but. J'étais parmi les hommes les plus influents de notre paroisse. C'est durant cette période que j'ai découvert les activités nocturnes de l'élu de mon cœur. Je passais non loin de la grange où l'église l'avait placé lorsqu'elle l'avait recueilli après l'incident de la tempête, et c'est là que j'ai entendu sa voix, les bruits qu'elle faisait alors qu'un homme du village l'utilisait. Cette scène a réveillé quelque chose en moi, qui venait me tourmenter chaque nuit, ou chaque fois que je posais les yeux sur elle. Des fois même, j'allais l'observer discrètement alors qu'elle était en plein travail. Une attitude pas très nette, vous en conviendrez. Dites-vous qu'il m'a fallu des siècles pour l'admettre. Mais quoi qu'il en soit, un profond désir mêlé d'une forte jalousie et l'accumulation de mes sentiments pour elle et de la frustration avaient pris le dessus. Et un soir, ce fut moi qui fis appel à ses services. Elle me les offrit d'ailleurs gratuitement. À ce moment-là, j'imaginais que c'était parce que je travaillais pour l'église. Mais cette nuit, je pense que je ne l'oublierai jamais. La chaleur de sa peau, son souffle sur la mienne. Je l'avais déjà observée à de multiples reprises alors qu'elle le faisait avec d'autres hommes, mais ce n'était clairement pas pareil lorsque j'étais à leur place. Et peut-être me faisais-je des idées, mais j'avais l'impression qu'elle et moi, durant cette nuit, ne faisions plus qu'un. Une fois que nous eûmes fini, je partis un peu avant le lever du jour, alors qu'elle dormait. Suite à cette nuit, je recommençai à l'éviter, malgré le désir que je sentais monter en moi. Mais j'avais brisé mes vœux de chasteté déjà une fois, et je ne voulais pas que ça s'apprenne. Mais le pire fut quelques mois après, lorsque j'appris qu'elle était enceinte. Elle avait couché avec tant d'hommes. L'enfant ne pouvait être de moi, essayai-je de me convaincre vainement. Le temps passa, et elle mit l'enfant au monde. C'était une petite fille. Elle commença dès lors à l'élever seule, et à mesure que cet enfant grandissait, la paranoïa et la culpabilité en moi faisaient de même. Et c'est là que je vous propose d'aller voir du côté de la mère et de sa fille, car la suite me concernant, je la connaissais. Et j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé de leur côté, alors que mon moi du passé sombrait peu à peu dans la folie. Je suis donc allé voir dans la demeure fraîchement reconstruite de la mère et sa fille comment elles vivaient, quel était leur quotidien. Et, comme je m'en doutais, la mère n'avait pas arrêté ses activités. En même temps, c'était ce qui lui rapportait le plus d'argent, et là où elle était le plus sollicitée. Ce qui fait que très jeune, la petite fille eut connaissance de ce qu'étaient les plaisirs de la chair. Mais comme la mère, la petite n'avait pas une bonne image au village.
Personne ne voulait savoir qui était le père, mais il savait qu'elle était l'enfant d'un potentiel adultère ou un simple accident, disait-il. Au moins, on ne pouvait être plus proche que la mère et la fille, qui formaient à eux deux une véritable famille chaleureuse et aimante. Ce qui me fit chaud au cœur, alors que j'observais leur quotidien, même si elle ne pouvait me voir. Mais un jour, la petite posa la question fatidique. Maman, c'est qui mon papa? Je ne suis moi-même pas sûre de savoir. Mais si je devais te souhaiter un père parmi tous ceux qui pourraient l'être, je ne peux pas te dire qui c'est, pour protéger son image. Mais il a toujours gardé un œil sur moi, de loin. Et même si notre amour est impossible, il m'a offert la plus belle nuit de ma vie. Et, avec un peu de chance, il m'a offert aussi la plus adorable des petites filles. En entendant ça, j'ai fondu en larmes. Je ne sais pourquoi, mais j'étais sûr qu'elle parlait de moi. Je n'ai pas pu continuer à les observer après ça. Ça me faisait trop mal, sachant le destin qui les attendait. Et je suis donc reparti, me regarder sombrer dans la paranoïa et la folie. Mon moi du passé, persuadé que la petite était son enfant, et que ça finirait par se savoir, jusqu'à ce qu'il prenne l'horrible décision que j'ai prise par le passé. J'ai supplié, j'ai imploré mon moi du passé de ne pas le faire. Mais non seulement il ne m'entendait pas et ne me voyait pas, mais même s'il m'avait entendu, il ne m'aurait pas écouté. Finalement, il répandit. Je répandis des rumeurs sur la mère et la fille. Comme quoi la mère était une sorcière qui usait de ses charmes sur les hommes pour prendre petit à petit le contrôle du village. Qu'elle s'était débarrassée de ses parents car ils la gênaient. Que son enfant allait sûrement prendre le même chemin que sa mère. Il n'en fallut pas plus pour enflammer l'étincelle de la peur et de la haine dans le cœur des villageois. Je ne voulais pas être à nouveau témoin de tout ça. Alors je me précipita chez la mère et la fille, qui semblaient déjà au courant de ce qui se tramait, et préparaient le strict nécessaire d'affaires pour s'enfuir. Et alors que les villageois approchaient de la maison, les deux malheureuses s'enfuirent par la porte arrière jusqu'à la forêt. Mais les villageois avaient vite remarqué leur fuite et étaient à leur poursuite. La mère ordonna à la fille de rester cachée dans une sorte de tunnel et de ne sortir sous aucun prétexte. Bien évidemment, la petite ne voulait pas, mais la mère promit de revenir, après avoir éloigné les villageois. Elles se firent une dernière étreinte, un baiser sur le front, et la mère, en entendant les poursuivants en approche, jeta la fille dans le tunnel et bloqua l'entrée avant de partir, servir d'appât. Connaissant la funeste suite, je suis resté devant la trappe, curieux du destin de la petite qui ne fut jamais retrouvée. Mais quelques minutes après que la mère fut partie, une personne encapuchonnée arriva et débloqua la trappe. La petite fut bien évidemment folle de joie, en espérant que sa mère soit revenue la chercher, et sauta dans les bras de la personne, avant de se rendre compte que ce n'était pas sa mère. L'enfant demanda où était sa maman, et je sentis dans la voix de la personne encapuchonnée, qui, du coup, était une femme, qu'elle semblait dans l'inconfort de ce qu'elle devait annoncer à la petite. Finalement, la femme opta pour lui dire la vérité, que sa mère avait été capturée et allait être brûlée sur le bûcher. Et alors que la petite était en pleurs et la traitait de menteuse, elle lui proposa d'aller constater par elle-même. Je fus bien évidemment choqué par cette proposition. Montrer un tel spectacle à une enfant si jeune, la petite devait avoir 5 ans tout au plus. Mais bien évidemment, je n'avais pas droit au chapitre. Alors je les suivis, en haut d'une colline, où on voyait la mère en train de se faire juger pour sorcellerie, sur le bûcher,
attendant que les villageois allument les flammes de l'enfer. Elle ne cherchait même pas à contester. Sûrement car elle savait que ce serait inutile. Et une fois que les premières flammes furent allumées, la femme d'un geste de la main endormit profondément la petite avant qu'elle ne se mette à pleurer et à crier. Et elle partit avec l'enfant dans ses bras. Après ça, tout devint flou autour de moi, puis le noir complet. Et quelques secondes plus tard, je me retrouva dans un nouveau décor. J'étais dans une chambre où la petite était allongée sur le lit, commençant à se réveiller. Je réalisai alors quelque chose sur le monde dans lequel j'étais, sur ce rêve. Mais vous comprendrez bientôt la même chose que moi durant la suite, si ce n'est pas déjà fait. Alors, continuons. Après que l'enfant se soit réveillée, elle commença à se balader dans la maison où elle se trouvait. Elle regarda autour d'elle dans une pièce qui ressemblait à un salon. Sur les étagères, il y avait plein de fioles, de livres et d'objets en tout genre. Puis, au bout d'un moment, une voix, comme sortie de nulle part, lui demanda de ne toucher à rien sans sa permission. La petite et moi sursautèrent en entendant cette voix, et en regardant autour, nous vîmes une femme magnifique, aux cheveux et aux yeux dorés. La petite demanda à la femme qui était-elle et quel était cet endroit. La femme lui répondit qu'elle était chez elle, et qu'elle était la femme encapuchonnée qui l'a sauvée de son village. C'est à ce moment que la petite eut des larmes qui commencèrent à couler sur ses joues. Les souvenirs de la nuit fatidique devaient lui être revenus. Et alors qu'elle commençait à pleurer, la femme lui prit doucement la main et la fit s'asseoir sur le fauteuil en essayant de la calmer comme elle pouvait. Après que la petite eut commencé à se calmer, la femme commença par lui demander pardon pour l'avoir emmenée loin de chez elle. Et elle lui annonça que malheureusement, sa maman était partie. La petite allait recommencer à pleurer quand de petites lueurs commencèrent à briller. En voyant ça, elle semblait comme apaisée. La femme faisait émaner les lueurs de ses mains. Et elle lui expliqua qu'elle était une sorcière, une vraie cette fois, mais qu'elle ne lui voulait aucun mal. Les gens avaient tendance à tout mélanger et à craindre ce qu'ils ne comprennent pas, disait-elle. Puis elle lui raconta qu'elle aussi avait perdu quelqu'un. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, son enfant avait été enlevé par des villageois, de l'endroit où elle vivait avant. Ils avaient appris qu'elle était une sorcière et avaient décidé d'éliminer son enfant avant de le faire avec elle. De chagrin et dans l'espoir d'endiguer le cercle de haine et de peur, elle prit la fuite et décida de se retirer du monde. Mais alors qu'elle voyageait pour récupérer des plantes et des ingrédients pour ses potions, elle fut témoin de ce que la petite et sa mère eurent vécu. Bien évidemment, ça lui rappela sa propre histoire, et en voyant la mère se faire capturer et en connaissant son destin, elle voulut au moins sauver l'enfant. Je ne savais pas encore ce que la petite avait pensé en entendant cette histoire, mais après ça, elle semblait résolue et déterminée. Et durant la dizaine d'années qui suivit, la petite et la sorcière vivèrent ensemble, comme une vraie famille, même si au début, c'était compliqué pour les deux. La petite semblait avoir du mal à accorder de l'affection et une totale confiance à quelqu'un d'autre que sa vraie mère, et la sorcière avait du mal à la traiter comme sa fille, sûrement car elle pensait à chaque fois à son enfant qui lui avait été enlevé. Mais finalement, les deux finirent par s'apprivoiser, et la sorcière apprit même la magie à la petite, suite à la demande de celle-ci, et à la condition de ne pas l'utiliser à de mauvaises fins. Si seulement elle avait su. Mais les problèmes revinrent quand la petite fille eut atteint l'adolescence. Elle avait besoin de liberté, d'espace, et commençait surtout à s'intéresser à la magie noire, malgré les réprimandes de sa mère adoptive. Et finalement, un soir, dans l'année de ses 15 ans, la jeune fille profita d'une période de tranquillité qu'elle avait sûrement dû prévoir, où elle et la sorcière ne s'étaient pas disputées depuis un moment, et où la vigilance de cette dernière s'était affaiblie,
pour s'enfuir de la maison en laissant une lettre. J'ai lu le contenu de la lettre pendant qu'elle l'écrivait, les larmes aux yeux. Et dedans, elle remerciait la sorcière de l'avoir élevée comme sa fille, et qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait ni oublier, ni pardonner ce que le village lui avait fait, et ce que l'autre village avait fait à sa fille, et qu'elle allait veiller à ce que les coupables payent. Les pièces du puzzle commençaient à se rassembler un peu dans mon esprit, et la révélation se concrétisait au fur et à mesure du temps, alors que j'avais décidé de suivre la fille qui ressemblait de plus en plus à sa défunte mère, dans sa quête de puissance et de vengeance à travers le monde. Son voyage dura une autre dizaine d'années, et finalement, elle trouva durant ce laps de temps ce qu'elle convoitait. Elle apprit les maléfices, malédictions et autres rituels de magie noire avec d'autres sorcières qui partageaient son ressentiment. Et au bout de ces longues années, elle retourna au village, et vous connaissez la suite. Lorsque j'eus assisté à nouveau au rituel qui jeta la malédiction sur le village, le rêve prit fin, et je me retrouva à nouveau dans la maison de la sorcière. C'est là que je la rencontra, pour de vrai cette fois. La petite fille qui avait survécu, qui avait été sauvée par une sorcière et avait appris la magie, par ressentiment de ce que le village avait fait, de ce que j'avais fait. Mais elle ne me regardait pas avec haine. C'était plutôt comme de la compassion. Elle m'expliqua le reste de l'histoire après le rituel. Elle a d'abord cherché parmi les villageois la plus grande concentration de pensées négatives. Et moi, sûrement à cause de la peur de revoir la femme que je pensais morte, de la culpabilité et de la colère, j'étais bien au-dessus du reste. Je fus donc le premier à être enlevé. Et quand elle lut dans mes souvenirs, elle comprit que le père potentiel dont lui avait parlé sa mère, c'était moi. Elle vit tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait et qui j'étais. Et sa colère ne fit que grandir. C'est pour ça que je n'ai pas subi la même épreuve que les autres habitants du village, et que je suis resté des siècles à subir les cauchemars de toutes les âmes emportées dans cet endroit. Elle voulait que je paye, que je souffre, et ce, pour toujours. Et au fil des siècles, à force de voir des gens échouer à ces épreuves, et sous l'influence des énergies négatives de sa magie noire, elle ne laissa plus aucune chance à personne, et tortura chaque nouvelle âme jusqu'à les briser. Mais visiblement, quand Victor, souffrant de vénustraphobie, est arrivé, elle fit apparaître la femme qui pour elle était la plus belle, sa vraie mère. Mais en la voyant, elle ne pouvait pas utiliser son image pour faire souffrir quelqu'un. Et l'influence de la magie noire commença à s'affaiblir. Et quand Victor réussit l'épreuve, elle prit conscience de tous les siècles de noirceur et de souffrance qu'elle avait engendrés. Ensuite, quand elle vit que même moi, je nourrissais de profonds regrets pour mes actes, et que je décidais de faire le bilan de mon expérience dans ce purgatoire, elle me laissa faire, en prenant la décision de laisser à nouveau aux âmes une chance, une porte de sortie. Mais ne comprenant pas comment faire, elle décida d'attendre que j'ai fini mon journal pour me mettre moi à l'épreuve. Encore une fois, vous connaissez la suite. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réussi. Je peux partir du village. Néanmoins, d'après ce que j'ai compris, mon corps est mort depuis longtemps. Par conséquent, ce qui m'attend à la sortie du village, c'est la mort. La femme qui fut ma geôlière et qui était potentiellement ma fille m'a proposé de rester avec elle dans le village, mais cette fois pour l'aider. Et je ne sais pas si c'est le temps passé avec elle durant les derniers événements ou un lien spécial, mais je le ressentais. Elle était bien ma fille, et j'étais son père.
Mais j'ai refusé. Non pas que je ne voulais pas passer plus de temps avec elle, mais si j'ai la moindre chance de retrouver sa mère et d'aller lui présenter mes plus sincères excuses, en quittant cet endroit et en acceptant la mort, alors je le ferai. De toute façon, notre fille nous rejoindra bien un jour ou l'autre. Mais avant de partir, je l'ai rebaptisée Witch. Car dans le chapitre Wiccaphobie, qui la concernait en partie, je n'ai renommé personne. Et Witch, ça veut dire sorcière. Ce sera peut-être trop simple pour vous, mais ça lui a plu. Maintenant, vous devez sûrement vous demander ce que je fais encore là. Eh bien, elle m'a donné l'autorisation de conclure mon journal avant de partir. Afin que si quelqu'un a besoin d'aide, il puisse la trouver dans ce journal. Et donc, à vous, chers lecteurs, qui aurez suivi mon récit dans cet endroit cauchemardesque, je vous souhaite bonne chance, car si vous lisez ces mots, c'est que vous êtes dans le village dans les cauchemars. Et pour en sortir, vous devrez vous libérer de votre peur et de votre haine. Sinon, Witch ne vous laissera jamais partir.